Le grand oral, la date des élections professionnelles est déjà connue. 24 janvier prochain, la campagne démarre officiellement le 12 et finit le 22, même si le terrain semble déjà dicter sa loi. Des contacts sont multipliés en ce moment. On veut rallier à sa cause le maximum d'électeurs pour être représentatif des travailleurs auprès des instances de prise de décision au niveau national. Et notre invité du jour prend part à ces joutes électorales, lui qui défend les couleurs de l'UNSTB, Union nationale syndicat des travailleurs du Bénin, une élection à enjeux multiples et aux défis également nombreux. Apollinaire Kodiunkan Afewe est là pour se prêter à nos questions. C'est parti. Bonsoir, monsieur Afewe. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, quel est votre état d'âme à quelques jours de l'élection, des élections professionnelles, le 4 janvier prochain? Vous me permettrez, étant donné que nous sommes en début d'année, de présenter mes voeux, les meilleurs à tout le personnel de Canal 3 Bénin. Merci. Également à tous les travailleurs du Bénin et à toute la population, que nous ayons la santé, la paix et le succès dans nos différentes entreprises et projets. Alors, parlant des élections professionnelles, je pense que notre état d'âme en ce moment précis, nous avons le moral très haut dans la mesure où nous pensons que ces élections professionnelles constituent une opportunité pour les travailleurs pour redonner vie au mouvement syndical dans notre pays et que nous entendons prendre toute notre part par rapport aux dites élections. Redonner vie au mouvement syndical, de quoi voulez-vous parler concrètement? Allez-y. Alors, vous savez que le mouvement syndical traverse dans notre pays une situation difficile. Tous les travailleurs s'accorderont à vous le dire et que depuis un certain temps, il y a une certaine confiance qui a été perdue. Et les travailleurs qui se demandent si le syndicat continue de vivre dans notre pays parce que les actions ne se font pas ressentir, parce qu'on ne les voit pas, ne voit pas toujours les leaders syndicaux au moment souhaité. Et donc, cette situation que traverse le mouvement syndical est une situation de crise que tous les leaders syndicaux s'accordent à reconnaître et qu'il va falloir, à travers cette élection professionnelle, revoir. Et c'est cela que je qualifie de la renaissance du mouvement syndical à travers les élections professionnelles de 2021. L'élection, c'est le 24 janvier prochain. Sur le terrain, est-ce que la bataille a déjà commencé? Ah oui, la bataille sur le terrain a commencé depuis fort longtemps. Et les différentes chapelles syndicales vont à la rencontre des travailleurs pour discuter avec eux. Et d'ailleurs, si ces élections méritent, c'est le retour de certaines centrales et confédérations syndicales à la base pour aller affronter les travailleurs, aller discuter avec les travailleurs par rapport à leurs préoccupations et par rapport à ce qui pourrait être fait les années à venir. Vous, à l'UNCB, qu'est-ce qui se passe déjà? Pourquoi, dites-nous, pourquoi il y a tant d'engouement autour d'une élection professionnelle qui, en temps normal, devrait se passer un peu comme une lettre à la poste? Eh bien, vous savez, les élections professionnelles dans notre pays, nous en sommes à la 3e édition. La première édition, c'était en 2001, la seconde édition en 2006. Et donc, depuis 2006, il n'y a plus d'élections professionnelles. Il y a donc 14 ans de cela qu'il n'y a plus d'élections professionnelles. Et c'est donc la représentativité qui a été définie en 2006 qui continue de produire effet. Et vous constatez, vous comprenez avec moi que les travailleurs ne se reconnaissent nécessairement plus dans cette représentativité qui a duré 14 ans au lieu de 4 ans. Et donc, de ce fait, c'est normal que maintenant que les élections professionnelles doivent être organisées, que les travailleurs puissent se mobiliser. Et je vous ai dit tout à l'heure que le monde syndical traverse également une situation de crise, une situation difficile. Et pour les travailleurs, c'est une occasion, n'est-ce pas, pour redonner vie au mouvement syndical. Et le mouvement syndical qui semble depuis 2 ou 3 ou 4 ans déjà vraiment
ne plus exister dans notre pays. Et donc, tout ceci explique l'engouement que nous constatons aujourd'hui autour de la question des élections professionnelles dans notre pays. Est-ce qu'en clair, le fait de n'avoir pas organisé ces élections en son temps, mettons en 2010, c'est bien ça, hein, oui. si on tient compte du mandat, oui. Est-ce que ça n'a pas contribué à creuser davantage le fossé entre les confédérations syndicales et les travailleurs ou alors les syndicats de base? Absolument. Le fait de n'avoir pas organisé, parce qu'en 2006, en confiant la représentativité, c'était pour un mandat de 4 ans. Oui. Et donc les travailleurs se disaient, si au bout de 4 ans, nous faisons le bilan, nous pourrons changer la représentativité, à y changer ceux en qui nous nous confions. Mais depuis 2010, ils n'ont jamais eu l'occasion de sanctionner en bien ou en mal ces centrales confédérations syndicales qui ont été déclarées représentatives à l'issue des élections de 2006. Et donc, la situation actuelle, nécessairement, en tout cas, est la résultante de ce que les élections n'ont pas été organisées tôt. Et donc, c'est normal que les travailleurs puissent aujourd'hui penser que le fait de n'avoir pas organisé les élections à bonne date a contribué à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, quels sont pour l'UNSTB les défis eu égard à ces élections professionnelles-là? Alors, les défis pour l'UNSTB par rapport aux élections professionnelles de 2021, c'est d'abord la représentativité. Vous savez, à l'issue des élections professionnelles de 2006, l'UNSTB n'était pas parmi les centrales et confédérations représentatives. C'est un gros défi que vous avez à relever. C'est un gros défi que nous avons à relever à l'UNSTB. Nous en sommes très conscients et nous pensons que nous disposons des atouts nécessaires pour relever ce défi, parce que lorsque l'on considère la situation, le contexte du mouvement syndical dans notre pays aujourd'hui, on se dit que le mouvement syndical aujourd'hui a besoin du sang neuf. Ah oui, le mouvement syndical... Est-ce l'UNSTB dans son entièreté ou le leader de l'UNSTB? Observez un peu à la bourse du travail, vous constaterez que le sang neuf aujourd'hui, c'est l'UNSTB. Que ce soit en son leader, que ce soit l'équipe qui dirige aujourd'hui l'UNSTB. Et ce sang neuf aujourd'hui, quand même... dirige une confédération ayant totalisant 46 ans d'expérience, et je pense pour avoir traversé des situations aussi difficiles que celles que nous traversons aujourd'hui, l'UNSTB aujourd'hui apparaît comme la meilleure confédération qui puisse relever le défi de la renaissance du mouvement syndical dans notre pays. Et par rapport à ça, nous pensons que au niveau de l'UNSTB, nous entendons relever ce défi. Donc le défi de la représentativité, mais également le défi du renouveau syndical, le défi de la renaissance du mouvement syndical dans notre pays. Et c'est d'ailleurs autour de ce thème principal, le renouveau syndical dans notre pays, que nous entendons axer, n'est-ce pas, notre dialogue avec les travailleurs, pour les amener à faire le bon choix, à opérer le bon choix. Je rappelle que pour ces élections-là, nous avons 8 centrales syndicales qui sont en liste, c'est bien ça? Oui, nous avons 8 centrales et confédérations syndicales, et 7 qui avaient toujours participé. Oui, et une 8e qui a été créée en 2019. Oui. Alors, justement, dites-nous, l'occasion des élections, c'est quand même l'occasion des projets et contre-projets. Qu'est-ce que l'UNSTB propose concrètement à ces électeurs? Alors, à l'UNSTB aujourd'hui, nous sommes conscients de quelque chose. Rien ne peut être gagné dans le contexte actuel sans une remobilisation des travailleurs. Parce que vous savez... Parce qu'il y a eu une démobilisation, vous voulez dire? Mais entre-temps, il y a eu découragement, il y a eu abandon de la lutte. Il y a eu abandon de la lutte. Et vous savez que le mouvement syndical, c'est un mouvement de base. Et donc, par rapport à ça, tant que les travailleurs ne vont pas se remobiliser, il ne peut pas avoir gain. Et donc, de ce fait, nous pensons qu'à l'UNSTB, la première des choses qu'il va falloir faire à l'issue de ces élections professionnelles, c'est la remobilisation des travailleurs autour, n'est-ce pas, de leurs préoccupations, autour de leurs intérêts. Et cette remobilisation ne pourra passer que par la confiance que les travailleurs vont établir entre les leaders syndicaux et ces travailleurs-là. Et donc, nous pensons que la remobilisation est une question importante. Et la remobilisation nous permettra maintenant d'aller
à la conquête d'abord de certains acquis que nous avons perdus et qui ont contribué à fragiliser le mouvement, et aussi des préoccupations actuelles des travailleurs. Vous savez que depuis 2000, je ne sais combien, en tout cas, depuis plus de 5 ans, nous n'avons plus connu d'augmentation du salaire dans notre pays, et que le coût de la vie aujourd'hui est tel que le panier de la ménagère est totalement vide, si je peux parler ainsi. Et donc, il va falloir travailler à ce que ce défi du relèvement de la rémunération, que ce soit au niveau du privé comme du public, soit une réalité. Il va falloir également travailler à relever le défi du monde éducatif dans notre pays aujourd'hui. Vous savez, le monde éducatif aujourd'hui traverse une situation difficile à décrire. D'abord, on parle lors du recrutement déjà, il y a des problèmes. Les enseignants s'accorderont à vous le dire. Également, le traitement des enseignants, pendant longtemps, on a discuté de cette affaire, mais il n'y a jamais eu d'évolution. L'évolution timide que nous avons connue il y a de cela 2 ans n'est pas une évolution. Et il va falloir relever également ce défi-là, le défi d'un statut conséquent pour le monde enseignant, les 3 ordres de l'enseignement, pour pouvoir sortir l'enseignant béninois de la précarité. Il y a d'autres défis, que ce soit par rapport à l'enseignement privé, où il va falloir travailler à l'avènement d'une convention collective par rapport à ce secteur-là. Il y a également qu'au niveau de l'administration aujourd'hui, les concours professionnels se font rares. Les formations, les plans de formation n'existent pratiquement plus. Et de ce fait, les travailleurs de l'administration publique ont des difficultés à évoluer dans la carrière. Ce sont là autant de défis. Il y a d'autres points. En tout cas, à l'UNSTB, nous avons un contrat à prendre avec les travailleurs. Et ce contrat, nous pensons que nous allons pouvoir le mettre en œuvre au cours du mandat à venir, le mandat de 5 ans, lorsque ces travailleurs... La campagne démarre le 12 prochain. Avant ce 12, il y a quoi sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain actuellement au niveau des... Alors, ce qui se passe sur le terrain depuis plusieurs mois, c'est que... Déjà, hein? Ah oui, depuis plusieurs mois, c'est que les leaders syndicaux à tous les niveaux sont sur le terrain, vont à la rencontre des travailleurs, discutent avec les travailleurs, essaient de les convaincre pour les rallier à leur cause. C'est ce qui se passe actuellement sur le terrain. Et je pense que c'est la même chose qui va continuer après le 12, peut-être avec beaucoup plus d'intensité, n'est-ce pas, et qui va nous conduire aux élections le 24. Pourquoi devrait-on aller encore convaincre les travailleurs alors qu'on sait, par exemple, quand on prend l'UNSTB, c'est tel nombre de syndicats de base, quand on prend la COSI Bénin, c'est tel nombre de syndicats de base. Est-ce qu'on ne doit pas tabler sur ces syndicats de base-là pour déjà déclarer telle centrale confédération représentative? Alors, il faut comprendre que dans notre pays, d'abord les élections professionnelles, c'est la chose des travailleurs. Ce n'est pas la chose des syndiqués. D'accord. Nous avons... Je m'explique par rapport à ça. On peut être syndiqué. On peut ne pas être syndiqué. Et être électeur. Être électeur. D'accord. D'accord. Et lorsque nous nous intéressons un peu aux indicateurs, on nous dit que le taux de syndicalisation dans notre pays aujourd'hui tourne autour de 4 à 5%. Ça veut dire que lorsque vous prenez 100 travailleurs, à peine 4 à 5 sont membres actifs d'un syndicat. Donc, de ce fait, les 95 autres ne s'intéressent pas au syndicat ou peut-être ne jugent pas utile, n'est-ce pas, de militer dans un syndicat. Or, ceux qui sont élus à l'issue des élections professionnelles sont des leaders qui sont appelés à négocier, à prendre des positions, à représenter l'ensemble des travailleurs. Ils ne représentent pas seulement leurs militants, ils représentent l'ensemble des travailleurs. Et donc, de ce fait, tous les travailleurs doivent être mis au courant de la question des élections professionnelles et exprimer leur vote pour désigner ne serait-ce que cette centrale confédération qui est habilitée ou bien qui est digne, qu'ils jugent utile ou bien qu'ils jugent capables de pouvoir les représenter au niveau des instances où l'on traite des questions des travailleurs. Et donc, de ce fait, il est nécessaire d'aller à la rencontre des travailleurs pour leur expliquer ce que c'est que les élections professionnelles,
quels sont les enjeux pour les élections professionnelles et les amener à quels sont aussi les enjeux pour les centrales syndicales qui sont représentées à ce niveau? Il paraît que les enjeux sont assez colossaux et que c'est toute une série de primes, une série d'avantages qu'on vous accorde. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, quand vous avez du travail, il n'y a pratiquement pas de leaders syndicaux présents. Ils sont tous sur le terrain déjà. Non, mais vous savez, ce n'est pas... Les enjeux ne sont pas nécessairement des enjeux financiers. Non. Vous savez, le syndicat a 5 fonctions. Et l'une de ces fonctions, c'est la fonction représentative. C'est-à-dire le fait de représenter les travailleurs au niveau des instances de dialogue social, au niveau des instances où l'on discute de la question ou bien des intérêts des travailleurs. Et donc, de ce fait, tout syndicat aspire à mettre en œuvre l'ensemble des fonctions du syndicat. Et donc, si la fonction représentative est l'une de ces fonctions, il y a de quoi voir les leaders syndicaux se battre pour pouvoir être parmi ceux qui seront qualifiés pour mettre en œuvre véritablement cette fonction-là. Et donc, ce n'est pas une question de primes, et je ne sais même pas s'il y a des primes qu'on accorde aux leaders syndicaux par rapport aux résultats des élections professionnelles. Je n'en connais pas. Le mouvement syndical, c'est un mouvement, je dirais, c'est un sacerdoce. Hein. Il n'y a pas un salaire pour ça. En tout cas, dans notre pays, où la situation des syndicats est telle que on ne peut même pas payer le salaire du secrétaire général. Les gens sont obligés de cumuler leurs fonctions avec la fonction syndicale. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de détachement pour ça. Donc, je ne vois pas les enjeux financiers dont vous parlez, mais je trouve plutôt des enjeux de mise en œuvre de toutes les fonctions du syndicat par tous les leaders syndicaux. Monsieur Afeyo, sur le terrain, on nous a dit que sur le terrain comme ça, d'une élection, il faut être prêt à donner des coups, à en recevoir aussi. Est-ce que vous donnez des coups et vous êtes déjà sur le terrain arrivé à donner des coups à vos autres camarades leaders syndicaux pour en recevoir aussi davantage? Je pense que c'est vrai que nous allons pour une compétition. Mais je pense que le contexte actuel du mouvement syndical dans notre pays ne devrait pas militer à une guerre où il faut donner des coups, il faut en recevoir, non. Au fait, nous travaillons tous... Quand vous dites que ce sont vos beignets qui sont très chauds, ça voudrait dire implicitement que les beignets de l'autre sont... Oui, si nous sommes sur le terrain des arguments, chacun va essayer de faire valoir ses arguments. Il appartiendra aux travailleurs de pouvoir, en tout cas, juger en temps opportun. Mais je pense que les coups bas et les situations qui mettent à mal le mouvement syndical dans notre pays, nous devons tout faire pour pouvoir éviter, parce que la situation aujourd'hui est telle que sans une unité d'action, il sera véritablement difficile à quiconque de pouvoir relever seul le défi. Et si déjà nous nous donnons des coups, et si déjà nous nous faisons des coups bas et autres, je ne sais pas à quelle occasion nous pourrons nous entendre pour défendre l'intérêt des travailleurs. Si tant est que c'est l'intérêt des travailleurs qui nous préoccupe tous, nous devons quand même nous entendre sur le minimum. Oui, Monsieur Afeyo, l'UNSTB va à cette élection. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit ou dans quel état se trouve l'UNSTB? Alors, comme je l'ai dit, à l'UNSTB, nous allons à ces élections pour gagner. Gagner ne veut pas dire être nécessairement premier. Vous savez que la représentativité aujourd'hui, c'est un taux de 20% qu'il faut avoir. Il faut pouvoir rassembler 20% des suffrages exprimés pour être représentative. Alors, nous pensons qu'au niveau de l'UNSTB aujourd'hui, nous avons assez d'atouts qui nous permettent, mais qui, quand même, vont militer à ce que les travailleurs nous accordent leur confiance. Et au nombre de ces atouts, je vous dirais que, je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement syndical a besoin du sang neuf aujourd'hui, parce que nous avons déjà ressassé pendant plusieurs années une certaine routine desquelles il faut sortir aujourd'hui. Et deuxième chose, vous savez, aujourd'hui, l'administration ou le monde du travail est composé en majorité de travailleurs jeunes. Et comme je le dis, on ne peut être mieux défendu que par des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, des gens qui vivent les mêmes réalités que vous. Et donc, de ce fait, nous apparaissons aujourd'hui comme
l'incarnation, n'est-ce pas, de cette jeunesse qui travaille, n'est-ce pas, et qui aspire au mieux-être, qui aspire au bien-être dans notre pays. Et de ce fait, nous pensons que les jeunes vont nous accorder leur confiance. Et troisièmement, hein, si je peux... Oui, allez-y, très rapidement. Voilà, je vous dirais que, vous savez, aujourd'hui, les questions syndicales sont des questions éminemment juridiques. Tous les leaders syndicaux s'accorderont à vous le dire. Que le leader syndical opère dans le champ du droit. Et lorsque vous observez un peu aujourd'hui à la Bourse du Travail, je pense que la confédération qui peut se targuer aujourd'hui quand même de disposer d'un tel atout, c'est l'UNSTB. Bien sûr. C'est autant d'atout que nous pensons mettre, n'est-ce pas, au service des travailleurs pour pouvoir relever le défi de la renaissance du mouvement syndical. Apollinaire Kodjinkan a fait merci d'être passé. On va installer tout de suite Willy Bayala pour ActuWeb. Merci, monsieur le journaliste. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Eh oui, bonsoir Willy. Oui, bienvenue sur le plateau. Heureuse année à vous. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Sujet numéro 1, réaction des internautes suite au message de vœux du chef de l'État. Oui. Nous allons commencer par François Adé Kambi qui dit un peu égaux. Bon, le message c'était déjà passé, c'est en vidéo, c'est une vidéo où il a souhaité les vœux, il est revenu sur certaines des réalisations, il a donné certaines appréhensions, il a surtout fait des promesses pour l'avenir et il dit, et les Béninois ont réagi à cela, et c'est François Adé Kambi qui dit un prégo qui cumule à lui seul le génie, la vision, la perspicacité, le patriotisme. Heureuse année à vous et du courage pour les 5 années à venir. Jupiter Goudou, merci son excellence, santé et paix du cœur est le vœu que je vous souhaite pour la finalisation du PAG qui fait rayonner désormais le Bénin de par le monde. Never give up pour les grands défis. The best is coming. Et Haïté Francis, merci infiniment excellence, meilleurs vœux de santé et de succès à vous, votre gouvernement, à votre à vous, votre gouvernement et à votre famille. Dieu donne, soignons-nous. Que la grâce du Seigneur solidifie les énergies de la République pour plus de concrétisation. Maurice Steve Anikieou, infiniment merci à vous, très cher président. Santé, paix et pensez à ceux qui sont admis aux tests, qui sont retenus dans la base et qui ne sont pas déployés. Segbeyon Joseph Godonou, merci beaucoup mon président. Bonne fête de fin d'année à vous aussi. Et Florent Ahissou, que Dieu vous accorde la santé, la paix et la longévité. Nous avions besoin de vous pour 5 ans encore. Nous avons vaincu les démons qui entravent le développement de notre pays, mais c'est avec votre détermination sans faille. Même ceux qui pensent que vous n'avez rien fait bénéficient aussi des réformes que vous avez opérées. Ils savent que vous êtes bon, mais la jalousie les rend aveugles. Que Dieu vous bénisse. Et Barré Abdoul Martin, un homme de parole, le digne fils du Bénin et ses alliés, force à vous, faites avancer seulement le pays. Nous les Béninois, on fait semblant de vous critiquer, mais on vous aime bien. Bienvenue au Diedo. Les clébés n'ont plus de mots et ont disparu de la page, tellement c'est beau à voir et à entendre qu'ils ont perdu leur langue. Prégo, tu es trop bon. Voilà. Très bien. Sujet numéro 2, veille de nouvelles, plutôt joyeuse pour les patients guerriers bloqués dans les hôpitaux. Le chef de l'État a ordonné le paiement de leur ardoise. Oui, de tous les malades bloqués dans les hôpitaux. Ça a été la grosse surprise de la fin d'année. Tout à fait. Et beaucoup ont rejoint leur famille. Ils ont retrouvé leur famille sourire aux lèvres. Ouais. Ça n'arrive pas tout le temps. Et donc, il faut le dire. C'est Jupiter Goudou qui dit c'est un geste salutaire. Bravo, son excellence. Never give up. The best is coming. Et Franck Zavi, merci papa. Et Zos Zulu,
Je pense que l'année 2020 nous a montré déjà que la santé était le vœu le plus important de tous. Alors pour cette année, je vous le réitère, tout en demandant au Très-Haut de nous aider à cultiver plus l'amour et faire régner la paix autour de nous. Heureuse année 2020. Et Denis Kodjo, dans la preuve qu'il n'avait pas délaissé le social tel que certains le pensaient. Oguchi Moïse, les patients guéris de quoi? Si c'est pour le Covid-19, est-ce que les malades devraient supporter les frais des soins jusqu'à être bloqués dans les hôpitaux? Autrement, n'est-ce pas une opération de charme, point but, même si c'est salutaire pour soulager les pauvres? Et Eugène Ponou, voilà, c'est tout ce qu'un peuple attend de ses dirigeants. L'argent, oui, mais les actes ne s'effacent jamais. Bonne fête à ces merveilleuses âmes de Dieu qui ont retrouvé le sourire suite à ce grand acte de républicain. Et Moussa Mohamed, un geste salutaire, un beau cadeau de fin d'année. Merci son excellence. Nous voulions aussi que ce cadeau soit élargi pour la construction de la route Nati-Tengu, Kota Kwande Guessou dans les Tricapés. Très bien. Et bienvenue Kouchanou. Merci monsieur le président. Merci encore. Que l'Éternel des armées vous donne aussi la santé pour le reste des temps à faire sur ce trône. Géoconias Adjatobedi. Conclusion 2021 est bouclée. Allons donc fêter la victoire de mon futur beau-père et Kofi Jean-Marie. Et après, vous pensez qu'il a fait quelque chose de bien, cherchez à résoudre le pourquoi ils n'ont pas réglé leur facture d'hôpital. Très bien, sujet numéro 3, une publication de Berlos à la Daïe intitulée La heure de vérité. Pourquoi le président Patrice Talon est devenu si mauvais? Voilà. C'est Patrice Talon, président de la République du Bénin depuis avril 2016, était connu dans le monde des affaires dès les années 90. Avant son accession à la magistrature suprême, Patrice Talon était très aimé par la majorité des politiciens, car fréquenté régulièrement par opposants et mouvanciers pour bénéficier de son aide financière. Mais une fois devenu président de la République, Patrice Talon a demandé à ses compatriotes de s'unir à lui pour construire le Bénin au lieu de continuer à l'appauvrir à travers la corruption. Et quelques mois après, il a instauré le système de serrage de ceinture, c'est-à-dire plus personne ne doit voler à l'État béninois et le système de développement du Bénin est mis en marche. Patrice Talon est devenu mauvais parce qu'il ne distribue pas de l'argent au palais présidentiel comme l'autre Whiskyman. Patrice Talon est devenu mauvais parce qu'il protège la population contre les structures illégales telles que ICC Services et autres. Patrice Talon est devenu mauvais parce qu'il empêche les chansons de tuer le Bénin. Bonne et heureuse année à tous. Quelques réactions. Igor Vasseyer qui dit qu'il est devenu mauvais parce que grâce à lui, les fonctionnaires rentrent tôt à la maison. Les 2e, 3e, 4e bureaux sont au chômage. L'enfant du pauvre peut être déclaré admis au concours. Nos frères Gaïman sont en difficulté. Les femmes mariées ont relativement le sourire aux lèvres, etc. Parce que monsieur rentre. Et Camille Georges qui dit, est-ce que tu arrives à comprendre ce que tu as même écrit? Tu chantes aussi parce qu'il faut dire quelque chose. et Misaye Kamine Genwa, c'est exact. Un réformateur, un révolutionnaire doit bousculer forcément des intérêts personnels, surtout illégaux, au profit de l'intérêt général. Le développement intégral du Bénin, et c'est ça qui rend aigri les carriéristes de la facilité, de la corruption, de la fraude, de la médiocrité et de l'impunité. Je vais finir avec celui de commentaire de Paulin qui dit, voilà la qualité d'un vrai développeur. Réjouissons-nous de tout ça. Sinon, s'il était un novice pour ces gens que nous avons eu et nous avons en milieu politique, le Bénin, notre cher Patrice, sera plus dépourvu de tout son patrimoine et tombera directement dans les poches des escrocs, bandits, assassins de la République. Et finalement, ce poste de Théodore Nimassou qui dénonce l'attitude de certains politiciens qui se cachent notamment pour négocier parrainage auprès d'élus qu'ils traitent pourtant d'illégitimes en journée. Oui, c'est Nimassou qui dit ceci, il dit, vous négociez notamment avec les députés et maires nommés sous la rupture pour qu'ils vous parrainent. Depuis quand sont-ils devenus si précieux à vos yeux? Des gens qui ne sont pas reconnus par le peuple peuvent-ils vous accorder leur parrainage? Allez chercher vos parrains ailleurs. Ce ne sera pas dans les deux blocs BR et UP, du PR et les FCBE de Paul Humpert. Très bien. En fait, il est en train de répondre à certains qui trouvent que les élus
députés comme maires sont illégaux. Oui. Et mais ça veut aussi pour trouver le parrainage. Et ils vont le nuire, de commentaires. Et c'est Misaé Camille Guéouya qui dit non, jamais. Les députés du Parlement du sang est légitime. Les députés Godio, les maires nommés sont-ils devenus légitimes aujourd'hui pour parrainer leur candidature? Vraiment, ces gens-là ne sont pas sérieux ni conséquents avec eux-mêmes. Oui, Albert Rido, ils ont perdu leur bon sens, donc tout simplement. Et Gagno, Ola, Aïné, ils font les Anglais la nuit. Ils vont les enlever, c'est encore eux-mêmes qui disent à go. Un petit commentaire et on passe à la vidéo du jour. Oui. Ça, c'est fructueux à Diwanou. Si le parrainage n'avait pas été imposé, qui irait les voir? Et pourquoi? C'est pas vous qui avez imposé les règles bizarres pour écarter les opposants. Chikoy. Très bien, la vidéo du jour, rapidement. Que cette année t'apporte tout ce que tu désires. C'est ce que je lis en fin de vidéo. Merci également à vous. Que l'année vous apporte tout ce que vous désirez. Amen. Merci. C'est ainsi que s'achève 90 minutes au Bénin de ce 4 janvier 2021. Au revoir et à mercredi.